RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi partout au Sénégal, l'heure du grand journal. Bienvenue dans cette principale édition de la mi-journée. Souleymane Niang. À la une de l'actualité, la poursuite des auditions d'anciens ministres à trait devant la Haute Cour de justice. Nous irons dans un instant au palais de justice de Dakar où la commission d'instruction entend Ismaël Madior Fall. Nous reviendrons sur le meurtre d'une femme par son mari dimanche dernier dans le village de Djouar, région de Fatick. Le meurtrier présumé est sorti des soins intensifs. On apprend que le couple avait régulièrement des disputes. Mort de 4 pensionnaires d'un Dahara de Thiénaba dans la région de Louga. On connaît la cause du décès des 4 enfants. Le maître d'école coranique jugé demain. Mais d'ores et déjà, les familles des victimes lui ont accordé leur pardon. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de l'insécurité grandissante ces derniers temps. À la mise en onde de ce journal, Aliouba. Souleymane Niang. Nous allons tout de suite donc au palais de justice Lat Dior où l'ancien ministre Ismaël Madior Fall est attendu devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Il doit être entendu sur l'affaire de corruption présumée autour de la construction du palais de justice de Pikine-Guédiawaye. En ligne avec nous, Boubacar Dieng, bonjour. Oui, bonjour Souleymane, bonjour à tous. Est-ce que le ministre Ismaël Madior Fall ou l'ancien ministre Ismaël Madior Fall est arrivé au palais de justice ? Bon, on ne saurait le dire parce que depuis que nous sommes là, nous ne l'avons pas vu passer par là où nous sommes actuellement. Donc on ne saurait dire s'il est là ou pas, en attendant d'avoir la réaction de ses avocats qui sont injoignables pour le moment. Mais comme vous l'avez dit, donc Ismaël Madior Fall, donc l'ancien ministre de la Justice, est poursuivi pour corruption passive et concussion. Et tout a commencé avec la déclaration d'un promoteur immobilier du nom de Cheikh Gueye, et selon ce dernier, l'ancien ministre de la Justice lui avait demandé la somme de 250 millions de francs CFA en contrepartie, donc après lui avoir attribué un marché de construction d'un centre de surveillance électronique sur l'assiette foncière du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Les deux auraient convenu d'un accord en dotation de paiement et le promoteur immobilier a soutenu avoir conclu cet accord-là avec l'ancien ministre de la Justice. Et d'après le rapport qui nous avait été remis donc, par l'Assemblée nationale, il y avait eu un accord dans le bureau donc, du ministre de la Justice de l'époque. Et cet accord-là, c'était sur 3 points. D'abord, la construction d'un centre d'accueil pour enfants à Liberté 6. La superficie était de 373 mètres carrés. Ce centre-là devait coûter 375 millions de francs CFA. Et en guise de paiement, le promoteur allait recevoir une dotation d'un terrain d'une superficie de 1000 mètres carrés qui est situé dans la même zone, c'est-à-dire à Liberté 6. Le second point, c'était l'édification d'un centre de surveillance électronique pour une valeur de 576 millions de francs CFA et poussière. Et en contrepartie, une superficie de 9 hectares, 9430 mètres carrés, faisant partie du TF01 GW, a été alloué au promoteur à titre de paiement. Donc, c'est ce qui signifie la dotation en paiement. Et après cela, le promoteur avait même déclaré qu'il avait remis donc, au ministre de la Justice 50 millions de francs CFA en espèces dans son bureau en présence de son directeur des constructions qui était Mohamed Anas El Bachir Wan, ce dernier qui a été placé sous mandat de dépôt hier. Et donc, il a même signalé que toutes les démarches avaient été entreprises pour l'obtention du bail, donc que le ministre lui avait promis, le ministre garde des Sceaux Ismaël Madior Fall. Mais quelques temps après la remise de cette somme, le promoteur Cheikh Gueye a même soutenu que le ministre voulait le contraindre à lui remettre les 200 millions de francs CFA restants en espèces, ce qu'il a refusé du fait des lenteurs de la délivrance du bail. Le ministre lui a alors restitué les 50 millions de francs CFA tout en lui indiquant qu'il allait annuler le bail. Ces mêmes propos, le ministre les a bottés en touche parce que quand il était l'invité de MNF sur la 7TV, il a dit que le promoteur Cheikh Gueye lui avait gracieusement offert ces 50 millions pour le remercier pour le marché qu'il lui avait attribué et qui lui avait lui-même, le ministre de la Justice, Ismaël Madior Fall, remis par l'entremise de son directeur des constructions les 50 millions. Il lui avait remis diplomatiquement ces 50 millions. C'est le terme qu'il avait même employé lors de cette émission. Et maintenant, aujourd'hui,
Nous sommes là au tribunal de Dakar, plus précisément à la cour d'appel pour l'audition donc de ce ministre-là devant la commission d'instruction de la haute cour de justice. Et on attend de savoir ce qu'il en sera, puisque les deux autres personnes qui sont citées dans cette affaire-là ont été placées sous mandat de dépôt hier. Rendez-vous dans nos prochaines éditions avec vous. Boubacar Dieng, merci. Et puis après Ndeye Salimata Diop qui a été placée sous contrôle judiciaire suite à un cautionnement de 57 millions, d'autres anciens ministres comme Aïssatou Sophie Gladima, Moustapha Diop et Mansour Faye sont attendus devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice dans l'affaire de la gestion des fonds Force Covid-19. L'ancien porte-parole du comité de suivi et de la gestion des fonds de Covid-19 écarte la thèse de règlement de compte dans ce dossier. Toutefois, Momar Ndao demande le respect de la présomption d'innocence et des droits des personnes incriminées. Il est joint par El Hadj Ndiogou Diène. Nous avions relevé plusieurs choses. Nous avions relevé donc des dysfonctionnements, des incongruités, des mauvaises organisations. Mais sur le plan financier, c'était plutôt la Cour des comptes qui est allée dans le détail donc de l'évaluation des manquements au niveau financier. Mais nous avions dans notre rapport donc mis en exergue tous les dysfonctionnements, que ce soit sur le plan des paiements, que ce soit sur le plan de la distribution, que ce soit sur le plan de la logistique. Et tous ces manquements, nous avons mis ça sur notre rapport et la Cour des comptes est allée plus loin que notre rapport en creusant le côté financier et en se basant sur nos remarques pour pouvoir y aller. C'est juste les dispositions réglementaires qui sont appliquées parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un est accusé, il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, s'il a un privilège de juridiction comme un ancien ministre, il faut faire la procédure telle que prévue par la réglementation. Maintenant, rien ne dit que telle décision est prise ou pas, parce que tout simplement, il faut donner les preuves de tout ce qui a été allégué et faire appliquer la réglementation. Donc, c'est normal que l'on puisse appliquer les dispositions prévues par la loi. Pensez-vous qu'il y a un règlement de compte politique comme le soutiennent les mises en cause dans cette affaire? Non, je ne pense pas qu'il y ait des règlements de compte, parce qu'il faut savoir que la procédure initiée dans le cadre des fonds Covid-19, toute cette surveillance, toute cette saisine de la Cour a été faite sous l'ancien régime. Maintenant, il fallait juste appliquer ce qui avait été dit par les différentes dispositions. RFM, la radio de toute l'actualité. Revenons maintenant sur ce cas de féminicide à Ndiouar, dans la région de Fatick. Mohamed Diouf, présumé meurtrier de sa femme, est sorti des soins intensifs où il avait été admis après avoir été violemment pris à partie après son acte. Il est en garde à vue à la gendarmerie de Fatick. On apprend que les altercations étaient fréquentes au sein du couple, sous les yeux des parents et du voisinage. Le comité de lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes préconise la dénonciation précoce des violences conjugales. Aminata Goudjabi. Le meurtre de Marie-Louise Nour dimanche dernier au village de Ndiouar est encore sur toutes les lèvres. Un drame qui remet en lumière la fréquence des violences conjugales dans la région de Fatick. La région de Fatick, nous, on est vraiment confrontés à ces problèmes-là. Les cas de violences faites aux femmes existent à Fatick, mais rarement ils atteignent un tel degré d'horreur, déplore Ndeye Asta Diop, présidente régionale du comité de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Peut-être qu'on n'était jamais arrivé, par exemple, ou bien rarement à cette extrémité qu'une femme décède des suites de violences conjugales. Cette fois-ci, vraiment, c'est l'extrême. On le déplore vivement. Au domicile de la victime, parents, amis et voisins affluent pour présenter leurs condoléances et exprimer leur indignation. Malik Diagne, l'oncle de la victime, très remonté, affirme que des signes avant-coureurs de cette tragédie étaient visibles depuis longtemps. Il y avait souvent des tensions dans leur couple. Il y a quelques années, les deux s'étaient violemment disputés. L'affaire avait même atterri à la gendarmerie, mais j'avais pris sur moi la responsabilité de dire à ma nièce de demander le divorce. Mais elle ne voulait pas à cause des enfants nés de leur union. Elle espérait que son époux allait changer. Traite d'eux. Pourtant, le mari a récidivé. Comme dans beaucoup de cas similaires, la peur empêche souvent les victimes de porter plainte. Elles ne dénoncent pas leur bourreau
trop. Et voilà le résultat, regrette Asta Diop, présidente du comité régional de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et elles savent qu'elles ont la possibilité d'y mettre fin en utilisant la justice, mais souvent elles te disent que ça je ne peux pas le faire, mon honneur y dépend, ou bien l'honneur de mes enfants. Et à chaque fois c'est comme ça. Le mari présumé meurtrier, grièvement blessé par des voisins en colère après les faits, a d'abord été évacué d'urgence à l'hôpital régional de Fatick. Il a repris connaissance et depuis hier après-midi, il est placé en garde à vue. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. De janvier à mai, 7 vies de femmes ont été brutalement fauchées, selon le journal L'Enquête. D'après les militantes des droits des femmes, cette hécatombe doit cesser. Maïmouna Astouyad, membre du collectif des féministes, estime que les femmes ne sont pas assez protégées au Sénégal. Elle demande donc à l'État de prendre des lois qui protègent les femmes. On l'écoute au micro de Moukal Soumli. Et c'est déplorable aujourd'hui de voir que même avec la criminalisation du viol et de la pédophilie, nous n'avons pas encore des politiques et des lois qui sont suffisamment, je dis bien, suffisamment puissants pour pouvoir protéger vraiment les femmes. La sécurité des femmes est menacée. Nous ne sommes plus en sécurité ni dans les maisons, ni dans l'espace public. Nulle part. Les femmes ne sont en sécurité nulle part au Sénégal. Et le féminicide devient quelque chose de très normal. Alors nous sommes en train de faire tout un plaidoyer pour le durcissement des peines par rapport aux auteurs de violences sexuelles. Nous sommes en train de faire des plaidoyers pour qu'on change le code de la famille afin que les femmes puissent en savoir un peu plus, en tout cas sur leurs droits, et être en mesure d'avoir des actions préventives ou de poser des actes préventifs pour tout simplement se protéger dans les ménages. Mais vous pensez aujourd'hui au Sénégal en 2025, il y a des hommes qui tuent leurs femmes et nous parlons de révision du code de la famille et ça choque. Et l'État ne fait absolument rien. Et créer des mouvements anti-droits qui se lèvent et qui font face à nous, et l'État ne dit absolument rien. Mais on ne comprend rien du tout. Les femmes ne sont pas en sécurité dans ce pays, les femmes ne sont en sécurité nulle part au Sénégal. Nulle part. Alors nous, on en a ras le bol. C'est tout simplement ça. L'État ne protège pas les femmes. À 12h12, retour sur la tragédie de Thiénaba avec le décès de 4 enfants talibés. L'autopsie révèle des lésions multicérébrales causées par l'ingestion de produits toxiques. Le propriétaire du Dara, dont les enfants étaient pensionnaires, doit être jugé demain mercredi, mais déjà, il a obtenu le pardon des familles des victimes. Les précisions de Nafissatou Ndiaye à Louga. Les 4 talibés ayant consommé du mbonte-maré, une plante sauvage toxique, ont été inhumés ce week-end. Les résultats de l'autopsie confirment l'ingestion de cette plante à l'origine de lésions cérébrales multiples causées par un produit toxique, selon nos sources. Les familles des victimes, profondément éprouvées, ont choisi de ne pas s'exprimer sur l'affaire, déclarant avoir pardonné au maître coranique. Ce dernier, déféré depuis le week-end à Louga, sera entendu demain mercredi par le tribunal de grande instance de la localité. Nafissatou Ndiaye, Louga, Radio Futur Média. Parlons maintenant de cette tension électrique entre les habitants de Khoutiot, situés à près de 10 km de Touba, et le marabout Serigne Khadim Mbacké Abdou Fattah. Dans ce conflit, 3 personnes ont été déférées devant le procureur de Diourbel. Les populations réclament la libération de leurs proches. Pape Balagueye. Les populations de Khoutiot, situées à près de 10 km de la ville-centre de Touba, très remontées après l'arrestation de 3 d'entre eux, accusés d'avoir détérioré les biens d'autrui dans un conflit foncier les opposant à un marabout. Ces derniers battent en brèche les allégations et ne comptent pas se laisser faire. Babacar Mbaye porte leur parole. Nous sommes dans le désarroi total, nous, population de Khoutiot. Nous avons hérité de ces terres et Serigne Khadim Mbacké, fils de Serigne Abdou Fattah, tente de les spolier par la force. Ça fait la énième convocation et 3 personnes de la famille ont été déférées auprès du procureur à Diourbel. On s'interroge encore pourquoi cette injustice. Chaque année, après la fête de Korité ou Tabaski, nous nous rendons sur les lieux pour des récitals de Coran. Et c'est à la suite de cet événement que le marabout nous a servi des plaintes pour destruction de biens d'autrui et de piquets. Et cela n'est pas avéré.
Des terres cultivées selon eux par leurs ancêtres et qu'ils ont héritées, il est inconcevable de se voir dépossédés de ces périmètres agricoles, ajoute Abdoulaye Mbaye. Nous interpellons le président de la République et son premier ministre. Ils nous ont montré la voie pour défendre nos biens et dans la paix. Ces terres nous appartiennent et nous n'allons pas céder. Le marabout du nom de Serigne Khadim Mbacké Abdou Fattah, contacté, n'a pas souhaité réagir mais brandit un plan cadastral datant de 1985 donnant attribution sur le domaine national au nom de Serigne Abdou Fattah Mbacké en attendant la suite judiciaire. Papa Balagui, Touba, Radio Futur Média. À 10 km de Touba, Koutchout, non Koutchout, comme on l'a dit tout à l'heure. Les anciens militaires invalides voulaient tenir un sit-in ce matin devant le ministère des Forces armées, mais ils en ont été empêchés par les forces de l'ordre. Il y a eu des échauffourées entre les deux parties. Ces anciens militaires réclament le paiement intégral de l'indemnité spéciale que leur avait octroyé l'ancien président de la République Macky Sall. Ils demandent aussi la revalorisation de leur pension. Écoutons le président du collectif des anciens militaires, Koutaï Fall, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Nous réclamons nos indemnités. Ils ont payé presque 4000 personnes. Il ne reste que 600 personnes qui ont perçu la moitié et 50 personnes qui jusqu'à présent n'ont rien perçu de leur vie. Et plus la revalorisation aussi de nos pensions. Comme vous le savez, nous avons des pensions très maigres. On n'arrive pas à joindre les deux doigts à cause de cette pension-là. Et nous demandons au chef de l'État qu'il revoie nos pensions d'invalidité parce que les invalides souffrent. Jusqu'à présent, 50 personnes n'ont rien perçu jusqu'à présent. Et plus de 600 personnes ont perçu la moitié. Je nous avais dit d'ici 2 mois, ça a daté de la Tabaski dernière. Et on est presque à l'autre Tabaski. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore perçu l'autre moitié. On est déterminés. On est là, à la maison des anciens combattants. On se regroupe pour aller voir le ministre pour qu'il nous parle de la situation présentement, de la trésorerie, des sommes qu'on devait donner. Présentement, il y a des échauffourées entre les invalides et la police. On est déterminés à aller au ministère des Forces armées. On le fera, Inch'Allah, jusqu'à donner notre vie. Et puis le syndicat autonome des enseignants du supérieur, le SAES, va reprendre la lutte dans les prochains jours. Le syndicat appelle ses militants à la mobilisation. Ce qu'il dénonce, c'est la non-application du décret 2025 signé pour une allocation spéciale aux familles des enseignants décédés. Le SAES s'indigne de l'inertie du gouvernement par rapport à son engagement pour le respect ou le suivi du protocole d'accord du 6 janvier 2023. Écoutons David Célestin Faye, joint par Oumou Kalsoumli. La conférence de section s'est réunie ce samedi 17 mai à Saint-Louis pour justement lister les mots qui gangrènent les universités. Donc les mots que l'on connaît qui sont bien sûr consignés dans un protocole d'accord du 6 janvier 2023, mais aussi dans un préavis de grève à l'expiration duquel le ministre n'a pas daigné en tout cas ouvrir des négociations sérieuses. Contrairement à ce qui a été demandé au Premier ministre par le Premier ministre lors de la rencontre tripartite gouvernement syndicat patronat, il devait convoquer des rencontres sectorielles, ce qu'il n'a jamais fait d'ailleurs pour discuter sérieusement de ces questions-là. Et malheureusement aussi, le décret, c'est vrai, il a été signé le 7 mars 2025, mais le FNR, en tout cas, refuse de l'appliquer aux veuves actuelles. Donc les veuves pour lesquelles nous nous sommes battus, le FNR refuse de l'appliquer ce décret à ces veuves-là, alors que les défunts enseignantes ont cotisé de leur vivant. Et le décret était pour rétablir la justice. Il a été signé, mais le FNR refuse de l'appliquer. Ça fait 3 mois que nous attendons, mais je pense que là, nous ne pouvons plus attendre. Et malheureusement, le CES va devoir reprendre la lutte dans les prochains jours. Nous avons reçu mandat de la conférence de section. Nous avons alerté toutes les autorités sur cette question-là. Et nous ne pouvons pas, en tout cas, signer des pactes de stabilité en piétinant les tombes de nos défunts collègues. RFM, l'actualité politique. À présent, le dossier politique qui fait le point sur le dialogue national, tour d'horizon de quelques partis politiques qui ne se sont pas encore déterminés. Autre question, Moustapha Diakhaté, Pape Djibril Fall ou encore Thierno Bokoum vont-ils y participer? Moustapha Diakhaté a en tout cas averti, le dialogue politique est un traquenard destiné à introduire des réformes déconsolidantes dans le système politique sénégalais. Mohamed Ali Mouba.
Aly Ngouille Ndiaye n'hésite pas. Le 28 mai prochain, il sera autour de la table du dialogue. C'est raison de la simple logique. Aly Ngouille Ndiaye, ancien ministre de l'Intérieur, président du Parti pour la souveraineté et le développement, PSD. C'est d'abord une bonne opportunité pour les Sénégalais de se parler. Ça, c'est d'abord la première chose. Et quand j'étais également avec le président Macky Sall, j'ai toujours poussé les partis à participer au dialogue. Je rappelle, j'étais le ministre de l'Intérieur lorsqu'on organisait les premiers et deuxièmes dialogues. Le premier dialogue, c'était avec le feu général Mamadou Niang, paix à son âme. Le deuxième dialogue, également, c'était avec le président Famara Ibrahima Sagna, que Dieu lui prête encore vie. C'est moi qui ai organisé le deuxième dialogue. Et à la limite, on avait même fini pratiquement les conclusions. Entre-temps, la Covid est passée par là, on avait suspendu et je suis sorti du gouvernement. Cette raison, et pour peut-être tant d'autres, je pense que les gens doivent aller au dialogue. Pour Moustapha Diakhaté, lui, c'est un non catégorique, radical et pour cause. Je me suis rendu compte qu'en réalité, le passé est en train de préparer une supercherie pour faire valider par la classe politique et la société un coup d'État constitutionnel. Parce qu'il s'agit, d'après les dires du professeur Ndiaye, de réduire les pouvoirs du président de la République et de les donner au Premier ministre. Au final, qu'est-ce que nous aurons? Un vice-président de la République doublé d'un poste de premier, c'est-à-dire qu'Ousmane Sonko sera non pas le deuxième homme fort de l'exécutif, mais sera le premier homme fort de l'exécutif. Alors, donc, c'est à partir de là que je considère que ce qui vient de se passer sera un coup d'État constitutionnel pour réduire les pouvoirs constitutionnels du président de la République. Deuxième objectif derrière ce dialogue, c'est de modifier la Constitution, notamment l'article 27, pour dire que désormais un président qui a 2 mandats ne peut plus se représenter à une élection présidentielle à vie. Deuxième chose, ouvrir une plateforme, comme ils l'ont fait avec les médias, pour dire aux partis politiques de se conformer. Et au bout de 2 ou 3 mois, les partis qui ne seront pas conformes seront considérés comme illégaux. Donc en gros, c'est une sorte d'épuration des partis politiques. Donc en gros, pour moi, ce dialogue est un traquenard que le PASTEF a tendu à la classe politique. Maintenant, tous ceux qui y participeront seront responsables demain des reculs démocratiques que ce parti doit donner au peuple sénégalais. On attend encore la voix de Thierno Bocoum de Agir. Pas sûr qu'il y participe. Dans une intervention sur Facebook, il s'est interrogé sur les raisons réelles de ce dialogue en ces termes. Que cherche-t-on vraiment? À refonder le système ou à réaménager les équilibres au sommet? Qu'il tranche et épargne aux Sénégalais d'un faux dialogue où les promesses se dissipent et les responsabilités s'éclipsent. Les vraies urgences sont ailleurs, avait écrit Thierno Bocoum. Pape Djibril Fall ne s'est pas encore déterminé lui non plus. Reste à savoir si les mouvements politiques vont être conviés à la table du dialogue. Les mouvements politiques comme celui de Amadou Ba, car dans les TDR, ce sont bien les partis politiques et la société civile qui sont les principaux concernés. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Déthié Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. Présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, le président du FPI, le Parti populaire ivoirien, sollicite l'intervention des chefs et rois traditionnels. Pascal Affi N'Guessan était à Yamoussoukro pour rencontrer les têtes couronnées afin qu'ils interviennent auprès de Alassane Ouattara pour un dialogue politique national, une initiative qui intervient à une dizaine de jours du grand meeting de la CAP Côte d'Ivoire et à quelques 5 mois de l'élection présidentielle. Gobia Yabi. Pascal Affi N'Guessan a, au nom de la coalition pour l'alternance pacifique, CAP Côte d'Ivoire, a demandé à la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire d'intervenir auprès d'Alassane Ouattara pour l'ouverture d'un dialogue politique. Nous sommes venus vous demander d'agir dans l'intérêt de toute la Côte d'Ivoire, d'agir pour amener les acteurs politiques qui vont compétir en octobre 2025 à s'entendre sur les règles. Et aujourd'hui, pour que cela soit pacifique, il faut que le président Ouattara accepte de dialoguer avec l'opposition, de parler. On lui demande rien, on lui demande pas de nous donner l'argent. On lui demande de nous appeler, on va parler. On lui demande de ne pas préparer l'affrontement contre l'opposition, parce que c'est ce qu'il est en train de faire, de sortir de cette logique. Nous sommes des Ivoiriens qui veulent aider la Côte d'Ivoire à avancer. Celui qui est au pouvoir ne peut pas préparer la guerre en achetant des armes, des bombes lacrymogènes, en montant la gendarmerie et la police pour qu'elle se prépare à nous affronter. Et c'est pas ça ce que les Ivoiriens entendent de lui. Je vous prie d'aller lui demander au nom de la paix, au nom de la réconciliation, de laisser tous ceux qui veulent être candidats, de les laisser compétir. Dans tous les cas, c'est un Ivoirien qui sera président. Ce ne sera pas un Chinois ou un Allemand. Pour rappel, en mars dernier, le gouvernement ivoirien avait refusé l'ouverture d'un autre dialogue, demandant à l'opposition
l'obligation de se référer aux conclusions du dialogue politique national de 2021. La CAP Côte d'Ivoire, coalition des partis d'opposition et de la société civile, prépare un grand meeting pour le 31 mai 2025 à Abidjan pour, dit-elle, demander un dialogue politique et la réinscription des leaders d'opposition sur la liste électorale. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. Au Tchad, l'audition de Succès Masra a reporté, ses avocats refoulés. La procédure judiciaire a commencé hier, mais par un cafouage, l'ancien Premier ministre est accusé d'incitation à la haine et d'avoir provoqué des tueries la semaine dernière dans sa région natale. Il devait être entendu par les enquêteurs, mais ses avocats n'ont pas pu l'assister. Ils ont été éconduits de l'entrée de la coordination de la police judiciaire. Dans un communiqué publié à l'issue de cette démarche, les avocats ont révélé avoir été informés hier matin lors d'un passage au bureau du procureur de la République de l'audition prévue de leur client. Cependant, à leur arrivée à la coordination générale de la police judiciaire, ils se sont vus refuser l'accès aux locaux au motif qu'aucune instruction en ce sens n'avait été donnée. Le collectif affirme avoir été éconduit comme des malpropres et insulté par un agent à faction qui aurait lancé « Votre client n'est qu'un simple prisonnier, vous-même, vous n'êtes que des avocats, simples bandits, osez entrer si vous êtes des hommes ». Les avocats ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme un incident grave et ont annoncé leur intention de déposer plainte pour menaces et injures publiques contre l'agent concerné. Le parti Les Transformateurs, dans une déclaration publiée plus tôt ce lundi, a réaffirmé son exigence de libération immédiate de son leader, dénonçant une cabale politique contre leur président, arrêté le 16 mai à l'aube par des éléments de la police judiciaire tchadienne. La procédure judiciaire devrait pouvoir commencer ce mardi. Le président des Transformateurs devra notamment justifier d'un audio enregistré en mai 2023 dans lequel il appelle à l'autodéfense des populations chrétiennes du sud du pays, un appel que les autorités qualifient d'aujourd'hui d'incitation à la haine et désignent comme responsable des violences intercommunautaires de la semaine dernière. Génocide des Tutsis au Rwanda, fin de l'enquête contre l'ancienne première dame Agathe Habyarimana. Selon RFI, les juges ont conclu que les témoignages à charge pour le rôle éventuel de la veuve de l'ancien président rwandais, Juvenal Habyarimana, lors du génocide de 1994 étaient contradictoires, incohérents, voire mensongers. Dans une ordonnance datée de vendredi, les juges en charge du dossier ont conclu qu'il n'existe pas en ce stade d'indices graves et concordants contre Agatha Habyarimana, qu'elle ait pu être complice d'actes de génocide. Les enquêtes sont donc désormais closes sans que la veuve de l'ancien président n'ait été mise en accusation. Elle était visée depuis 2008 par une enquête en France pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. Une enquête ouverte après une plainte du collectif des partis civils pour le Rwanda. Cette décision intervient alors que le parquet national antiterroriste a saisi la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris en septembre 2024 en vue de sa mise en accusation. Une audience est d'ailleurs prévue demain mercredi. L'Algérie, pour terminer, le gouvernement a entamé une opération de rapatriement de plusieurs navires de commerce immobilisés dans des ports étrangers. L'objectif est de renforcer sa flotte nationale et de dynamiser ses exportations hors secteur hydrocarbures. Selon Apanius, le premier amarré en Anvers en Belgique est déjà prêt à reprendre la mer. Le second, actuellement à l'arrêt à Istanbul, fait l'objet de préparatifs techniques en vue de son départ. 5 navires étaient bloqués en raison de problèmes d'ordre technique et administratif. 5 autres unités restent à ce jour en attente de rapatriement. Certaines sont concernées par des litiges liés à des rapatriements commerciaux peu encadrés avec des armateurs étrangers. Merci, Georges Déthidiop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de la recrudescence de l'insécurité, notamment des vols et des violences dans et en dehors des familles. Pour en parler, nous serons avec Sankoum Fati, colonel de gendarmerie à la retraite, et avec le docteur Souleymane Lo, sociologue et enseignant-chercheur. RFM Sport. Le journal des sports à la présentation. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane. Reprise des compétitions après le décès de Fadiouf Ndiaye. L'ancien capitaine de l'équipe de l'Union sportive de Ouakam qui est décédé le week-end dernier. La Fédération sénégalaise de football à sa tête, le président de la Fédération sénégalaise de football, M. Augustin Senghor,
s'était rendu donc à Ouakam pour présenter ses condoléances à quelques heures de la reprise des compétitions pour clore cette journée de championnat. Momorlo, responsable de la Ligue professionnelle, annonce que des nouvelles mesures seront prises pour assurer davantage la sécurité au niveau de la santé des joueurs, mais également de ceux qui viennent au stade. Nous l'avons joint ce matin. Je voudrais d'abord renouveler les condoléances de la Ligue à l'endroit de la famille, de l'US Ouakam et de toute la population de Ouakam. Hier, à la même heure, nous étions tous à Ouakam, une délégation conduite par M. Augustin Senghor, accompagnée de ses vice-présidents, Djibril Wade, Chersek, Mam Adabandour et beaucoup d'autres membres du comité exécutif. Également au niveau de la Ligue, en sus du président Djibril Wade, la présence du directeur exécutif et de tous les vice-présidents de la Ligue professionnelle était également hier à Ouakam pour présenter les condoléances du football national à la famille, à l'US Ouakam et à toute la population de Ouakam. Une cérémonie empreinte d'émotion, et à ce niveau-là, tout le monde a compris que le football est un et indivisible, que cet élan de solidarité à l'endroit de Ouakam était justifié parce que c'était une douleur également pour toute la nation de manière générale. S'agissant des mesures, je voudrais juste rappeler que le 19 décembre dernier, au début du championnat, la Ligue avait déjà envoyé un courrier à tous les clubs, justement pour la présence indispensable, obligatoire d'une ambulance pour éventuellement des cas de blessés ou des cas urgents d'évacuation. Également, la présence des médecins au niveau des bancs de touche, c'est également un aspect réglementaire. Tous les clubs aujourd'hui disposent d'un médecin avec une licence validée par la fédération, un médecin agréé pour accompagner justement le suivi médical de l'ensemble des acteurs. Ça également, c'est des dispositions réglementaires qui ont toujours été présentes au niveau de notre organisation, au niveau des organisations des clubs. Le football sur le terrain, Agel reçoit à Rufisque la Sonacos alors que l'équipe de la Linguère joue à Kébémer face à l'équipe des HLM. La Ligue 2, Essamaï joue contre Niaritali. Ensuite, Amitié FC fera face à Étoile Lusitana. Lutte Zarco dans le viseur de la justice. Après ses déboires en Côte d'Ivoire où il était parti pour un combat de MMA, il s'en est suivi une bagarre avec ciseaux entre Zarco et son adversaire qui était du Niger. Une affaire donc qui a vu le procureur se saisir pour demander son arrestation. Comment comprendre que Zarco puisse faire une telle chose alors qu'il a des contrats signés ici au niveau de Dakar? Sa carrière n'est pas-elle en jeu? Réponse de Abdoulaye Dembélé, journaliste spécialisé sur les questions de la lutte. Ce qui s'est passé à Abidjan samedi dernier est une scène vraiment très regrettable, mais on va d'abord mettre le sujet dans son contexte. Parce que le promoteur Baye qui avait signé un contrat avec Zarco pour un remake contre sa caisse prévu le 22 juin 2025, lorsqu'il a su que Zarco s'est engagé dans un combat en MMA, il a saisi le CNG pour lui rappeler une circulaire ou bien un règlement qui interdit à tout lutteur sous contrat d'aller livrer un autre combat quelconque, notamment le MMA. Lorsque le CNG a été saisi de l'affaire, le président du CNG, Malick Ngom, a réagi et a rappelé à Zarco et à son entourage la circulaire ou le règlement qui stipule qu'on n'a pas droit d'aller livrer un autre combat si on est en contrat, si on est sous contrat avec un autre promoteur. Donc par rapport à ça, Zarco n'avait rien dit de clair, il n'avait ni déclaré qu'il n'allait pas livrer son combat en MMA, il n'avait pas également fait savoir qu'il allait respecter le règlement sénégalais en n'honorant pas son engagement en MMA. Donc jusqu'au jour de l'événement de Eric Favre Nation MMA, Zarco s'est présenté, il a fait la pesée, il a défié pour une ultime fois son adversaire Didi Diran qui est un Burkinabé, un combattant burkinabé. Voilà donc Zarco, donc une affaire à suivre. Suleiman, c'est tout pour la fin de cette page des sports. Merci Malal. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Le rééquilibrage institutionnel de la fonction du Premier ministre annoncé. Depuis la sortie très commentée du conseil juridique du président Diomaye Faye sur les antennes de la RTS, les contours de ce réaménagement institutionnel se précisent ou s'emballent, s'échelonnent si pour le pouvoir. Il s'agit d'un nécessaire rééquilibrage des institutions. Eh bien, certains y voient les prémices d'un bicéphalisme inédit à la tête de l'État du Sénégal. Le quotidien Walfatri n'y va pas par quatre chemins
franchement, derrière les discours juridiques, c'est une véritable recomposition du pouvoir exécutif qui se dessine avec son lot d'interrogations, de craintes, voire de calculs politiques. Le journal s'interroge vers quelle gouvernance allons-nous réellement? Réforme rupture, équilibrage ou dualité confuse? Tribune flaire un tripatouillage constitutionnel pour Sa Majesté Ousmane Sonko. Professeur Sidi Alpha Ndiaye, avec ses ciseaux, a fini de faire ses coupes, le dialogue en simple exercice de légitimation de cette manœuvre politico-politicienne. En attendant d'y voir plus clair, l'actualité nous ramène sur une autre scène tout aussi scrutée, celle de la justice. Ce matin, les regards se tournent vers la haute cour de justice, cette grande dormeuse du droit qui s'éveille. Vous l'aurez constaté depuis quelque temps pour recevoir des pointes de l'ancien régime. Ce matin, c'est l'ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est convoqué pour, je cite, corruption. L'observateur averti, le procureur a fait déjà son réquisitoire de feu et ce réquisitoire, selon le confrère, risque de resserrer les taux autour de l'ancien ministre, professeur Ismaël Madior Fall. Sur ça parle de mardi de tous les dangers pour le professeur Madior. Le journal rappelle que ceux qui l'ont accusé sont déjà en prison. Les Diop, elle, s'en est sortie hier avec un contrôle judiciaire et une caution sur la table, 57 millions de francs CFA. Le journal Le Quotidien constate que ces cautions contre liberté. La même option est offerte aux autres ministres après les DAGE et les fournisseurs. La Diop, lui, toujours dans les déboires judiciaires, extrait hier de prison par la DIC, qu'il est rattrapé, selon l'observateur, par une autre affaire de deal de 500 millions de francs CFA. Nous restons avec le journal Le Quotidien qui informe que la partie civile abandonne les poursuites contre Azoura Fall. Il pense que les jeux sont déjà faits parce qu'Azoura a été libéré. La PR renonce à poursuivre, je cite, on demande. Le commentateur du Quotidien en profite pour revenir sur la visite d'Ousmane Sonko à Azoura Fall pour Babadian. En apportant son soutien à son militant, comme il l'a fait, il trahit l'esprit de la République du Sénégal. Il dit, en se rendant au chevet d'un inculpé, quel qu'en soit le mobile apparent, le Premier ministre commet un acte politique d'une redoutable portée symbolique. Il contredit l'égalité de tous devant la loi. Ousmane Sonko instille dans l'opinion, dans la populace, l'idée pernicieuse que certains bénéficient d'une indulgence supérieure, d'un accès personnel au pouvoir, d'un privilège d'humanité que d'autres, plus anonymes, plus pauvres ou moins liés, n'obtiendront jamais. Il envoie un message révélateur ou dévastateur même que la fidélité partisane ou les affinités de notre ordre peuvent suspendre les exigences de justice. Cela s'appelle du favoritisme. Cela s'appelle la rupture du pacte républicain. Et de finir par dire que le Premier ministre n'a pas seulement la mission manifeste de trahir l'esprit de la République, il veut aussi, un bon panafricaniste, égarer, déconstruire l'imaginaire sénégalais de grandeur et de terre où s'épanouissent les libertés. En se rendant au Burkina Faso, il clame à tue-tête, non sans anachronisme, sa fascination tragique pour les pays de l'AES. C'est une flétrissure quand une démocratie comme la nôtre participe à la légitimation de ses pouvoirs militaires dont la seule légitimité émane des baïonnettes. En première page du journal Source, outre la diffusion de fausses nouvelles, l'offense au chef de l'État et l'apologie au crime collé au chroniqueur Abdou Nguer, charge triple XL contre Nguer, relève le journal. Extrait de sa cellule vendredi dernier pour une audition dans une nouvelle procédure. Abdou Nguer a bénéficié hier d'un retour de parquet après son face-à-face avec le procureur. Il a été interrogé sur 5 vidéos, des extraits de ses analyses concernant le rapport de l'inspection générale des finances sur l'affaire Prodac, le rapport de la Cour des comptes et ses propos sur l'affaire Terme Sud avec le général Biram Diop. Déjà en instruction pour diffusion de fausses nouvelles, le chroniqueur est aussi poursuivi pour offense au chef de l'État et apologie du crime et non sexuellement la publication. Le journal sur ça toujours, criminalisation de l'homosexualité. Mamatar Gueye ne lâche pas Ousmane Sonko, marabout de Pastef, vous perdez votre temps, nous ne manipulons à personne, c'est votre leader qui avait pris des engagements pour la criminalisation de l'homosexualité. Je ne connais pas Renaton, mais il est indiscipliné, ce gars a attaqué tout le monde dans ce pays. Diamra est en train de préparer un dossier judiciaire contre lui, a annoncé Mamatar Gueye, interrogé toujours par le confrère. Et puis, premier jalon pour relancer la pêche artisanale, le journal Le Quotidien note que l'État du Sénégal a lancé la construction d'un quai de pêche, oui, le quai de pêche de Joal-Fayoute. Ça permettra aux pêcheurs de relancer leurs activités dans cette partie du pays. On est à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ?
À 12h38, notre rubrique Point de vue, débat sur la recrudescence de l'insécurité sous toutes ses formes, notamment des vols, des violences dans et en dehors des familles, sans compter la criminalité économique. Comment comprendre tout cela et quelles solutions pour tenter de répondre à ces questions? Nous sommes avec nos deux intervenants du jour. Je salue le colonel de gendarmerie à la retraite, Sankoun Fati. Bonjour, mon colonel. Ouais, bonjour à vous et Souleymane bonjour à tous les, merci. Souleymane et tous les éditeurs de la RFM. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également au docteur Souleymane Lo, sociologue et enseignant-chercheur. Bonjour, docteur. Bonjour, M. Ignan. Alors, je vais commencer avec vous. La société sénégalaise, question simple, est-elle de plus en plus insécure? Si oui, comment expliquer ce phénomène? Oui, évidemment, moi je pense que le constat est observable par tout le monde. Mais il faut simplement dire que la violence, tout comme donc les crimes constatés au Sénégal, constituent en tout cas un phénomène multifactoriel, nécessitant en tout cas une approche holistique combinant inclusion économique, réforme institutionnelle, revitalisation maintenant du tissu social pour les expliquer. Du point de vue facteur économique, évidemment, on peut pointer du doigt le taux de chômage, donc élevé chez les jeunes, ce qui crée aussi une frustration et un sentiment d'exclusion. Et tout cela alimente en tout cas les comportements violents, criminels que nous observons donc le plus souvent, parce que l'écart entre les aspirations souvent légitimes, accès à l'emploi, réussite donc sociale, et les moyens donc limités pour y parvenir, pousse généralement donc à la déviance. Y compris évidemment les disparités aussi qui sont observées entre donc les zones urbaines, Dakar, Thiès par exemple, et le monde rural, ainsi que même au sein des villes, des quartiers précaires contre donc les quartiers donc résidentiels. Tout cela exacerbe donc les tensions, en ce sens que les inégalités donc sont perçues généralement comme une injustice sociale, source de conflit. Alors maintenant, on peut peut-être sur le plan social pointer, analyser donc la désintégration donc sociale et l'affaiblissement donc des structures traditionnelles observées, qui expliquent en tout cas en partie de tels phénomènes. Évidemment, quand on regarde donc l'exode rural et la croissance donc non maîtrisée donc de nos villes, tout ceci entraîne une fragmentation, en tout cas donc des liens familiaux et communautaires. Est-ce une insécurité structurelle ou il y a quand même des périodes un peu plus favorables, disons, si on peut parler de périodes favorables quand on parle d'insécurité, que d'autres, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une variation selon les périodes de l'année ou les conjonctures où c'est foncièrement ancré dans notre société de plus en plus? Oui, de plus en plus, on observe, peut-être si on parle donc de variations, en général, on les constate pratiquement donc à la veille de joute donc électorale. Le plus souvent, c'est à ce niveau qu'on observait, parce que simplement il y a l'instrumentalisation donc politique des jeunes qui, en tout cas, évidemment exacerbe. Mais non, quand on regarde actuellement, on voit que c'est dans toutes les périodes donc de la vie, particulièrement qu'on soit donc en saison sèche ou en saison donc des pluies, parce que simplement le pouvoir d'achat donc des individus, des uns et des autres est très faible, en tout cas dans un pays où le taux de chômage, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, grimpe donc d'une manière exponentielle. N'est-ce pas? J'en viens au colonel de gendarmerie à la retraite, Sankoun Fati. Je sais que pour vous, les concepts ont leur sens et ont leur importance. Y a-t-il une montée de l'insécurité en général? Est-ce que les cas dont on parle dans la presse, par exemple les féminicides, nos confrères de l'enquête nous disent que depuis janvier, il y a eu 7 femmes qui ont été tuées par leur mari, mais il y a aussi les agressions, il y a l'insécurité géopolitique, tout cet ensemble-là, quelle typologie en faire et comment cartographier tout ça avant d'en venir aux solutions éventuellement? Merci beaucoup. Moi, je voudrais d'abord saluer le professeur et puis justement mettre le doigt sur ce qu'il vient de dire. Et là, je suis complètement d'accord avec lui par rapport aux facteurs justement qui concourent justement à cette montée de l'insécurité, en tout cas de la violence. Mais il y a un facteur que l'enseignant qui est peut-être omis, c'est l'éducation, l'échec de notre système éducatif.
Parce que, vous savez, il y a une loi de 91-22 qui porte loi d'orientation sur l'éducation nationale. Il y a été bien spécifié que mais le Sénégal ambitionne vraiment de mettre un système d'éducation en place, même d'abord de répondre aux besoins de développement disons, de la technologie, etc., mais également de faire un citoyen modèle. Et moi, en tout cas, c'est parmi les solutions qu'il faut préconiser et le plaidoyer que nous faisons, c'est surtout dans l'éducation, on pourra y revenir après, je pourrai détailler par la suite. Alors, donc, mais ensuite, deuxièmement, vous parlez, effectivement, c'est un problème structurel. Quand je parle de l'éducation et de tout ça, c'est un problème structurel de la violence là. C'est un problème structurel, c'est pas... C'est vrai. Donc, il faudra du temps, il faudra aussi des moyens conséquents pour régler le problème ou inverser la tendance en tout cas. Il faut parier sur l'avenir, sur les générations à venir, sur deux choses, parce que les forces de défense et de sécurité déjà ont appréhendé cette problématique depuis bien longtemps. C'est pourquoi vous observez la montée en puissance, non seulement du matériel, du personnel, mais également du maillage du territoire. On est en train d'installer, disons, les unités mobiles, les unités fixes, etc., aussi bien la police que la gendarmerie. Ce matin, j'ai entendu avec ce qui s'est passé à Guinguinéo, que, effectivement, Guinguinéo, qui est une femme qui a été agressée dans l'ancienne gare de Guinguinéo. Voilà, qui demande un commissariat de police. Alors qu'il est prévu, effectivement, aussi, au niveau de la gendarmerie, d'avoir une compagnie de gendarmerie avec plusieurs brigades au chef-lieu de tous les départements. Donc, sur ce plan, il y a cette prise en compte de cette montée de la violence. Mais mon colonel, est-ce qu'il n'y a pas une fuite en avant de ce point de vue-là? Est-ce que la montée en puissance va au même rythme que l'insécurité exponentielle qu'on note, les agressions, les vols? Vous avez entendu récemment à Kermassar des faux billets d'une contre-valeur de 1,6 milliard et c'est récurrent. Tous les mois, on entend des saisies de faux billets. Est-ce que ça va au même rythme? Mais ça ne va pas au rythme. Justement, il y a un maillon qui manque, c'est ce que je viens de dire, c'est l'éducation. Quand je parle d'éducation, l'éducation, c'est à deux niveaux. C'est l'éducation, j'ai dit, il y a trois filières où tous les citoyens doivent passer. Et on ne l'invente pas la roue, ça se passe dans tous les autres pays. Donc c'est dans notre système éducatif, je viens de dire. Il y a comme en France, ce qu'on appelle le parcours citoyen. Il faut l'introduire dans le curriculum de formation du primaire, parce que c'est jusqu'en terminale. Là, il y a ce qu'ils appellent l'éducation, le parcours citoyen. Ça, d'abord, amène l'élève à avoir, comment ça s'appelle, les valeurs républicaines, les valeurs citoyennes, même jusqu'au développement des connaissances en matière d'informatique, en matière des nouvelles technologies de l'information. Et ça, c'est l'éducation, c'est le système éducatif. Donc, aller dans ce sens-là. Ensuite, deuxièmement, c'est de faire, à part l'éducation, ceux qui ne sont pas dans le système éducatif, il faut faire passer les gens. Il y a deux services nationaux, plutôt qu'il faut mettre en œuvre. D'abord, le service civique national. Le service civique national et le service militaire national. Quand je parle du service militaire national, le service militaire, sur la loi portant de défense nationale rend obligatoire le passage dans l'armée. Actuellement, c'est du volontariat. Mais imaginez, Suleiman, si ces trois volets, ces trois filières soient obligatoires pour tout le monde, tous les citoyens, d'abord ceux qui sont dans le système éducatif, ce que je viens de dire, ensuite le service civique national, que pendant 2 ans, ou bien actuellement c'est 2 ans, on peut varier. Et le service militaire, si obligatoirement au choix, tous les Sénégalais passent par ces trois voies-là, mais on aura dans 2 générations, 3 générations, des citoyens modernes, parce qu'il ne faut pas inventer la roue. Parce que c'est la population qu'il faut éduquer. Ce sont nos jeunes qu'il faut éduquer. Parce que quelles que soient les mesures qu'on va prendre au niveau
au niveau des forces de défense et de sécurité. Mais dans les foyers, de plus en plus, il y en a. Ouais, mais si l'éducation ne commence pas par là, et l'éducation, ça commence effectivement au retour dans le volet traditionnel. Parce que quand on parle de parcours sur toi, il faut également commencer par justement l'initiation, ce qu'on appelle les valeurs de notre société, n'est-ce pas? Voilà, valoriser justement cette culture de l'initiation de la case de l'homme au niveau de la famille, au niveau du ministère de la culture, vraiment valoriser justement cette pratique qu'il faut encourager dans nos milieux en Casamance ici. En somme, changer de modèle éducatif pour intégrer cet impératif de... Voilà, cet impératif, voilà. Absolument. Merci, colonel Sankoun Fati, colonel de gendarmerie à la retraite. Il nous reste très peu de temps, mais je voudrais donner quand même une minute au docteur Souleymane Lo, sociologue et enseignant-chercheur, parce que j'imagine que cette question de l'éducation est importante également pour vous. Docteur Souleymane Lo. Oui, je vous entends. Voilà, peut-être sur l'éducation et peut-être très brièvement aussi sur les pistes de solutions que vous avez évoquées tout à l'heure dans votre première intervention, pour conclure. Oui, en fait, moi je pense que la première chose à faire, c'est une étude de nature à véritablement faire le profilage donc, des acteurs qui sont impliqués donc, dans ces conflits et violences. Tant qu'on n'a pas donc le profil pour comprendre qui sont les acteurs, leur âge, leur situation, en tout cas sociale, leur activité, ça permettrait donc de mieux, en tout cas, adapter donc les solutions qu'il conviendrait donc d'apporter. Là, je pense que c'est la première chose à faire. Il faut qu'une étude porte donc sur le profilage donc de ces acteurs-là. Ensuite, renforcer l'inclusion sociale, socio-économique donc des jeunes particulièrement. Si toutefois maintenant les acteurs les mieux impliqués donc dans ces violences et crimes sont des jeunes, par la création donc de programmes en tout cas donc d'emploi, priorisant évidemment donc certains secteurs donc d'activité en tout cas clés pour pouvoir véritablement donc leur donner une chance d'avoir en tout cas un revenu afin donc d'oublier certaines conditions donc d'existence un peu difficiles. Mais aussi restaurer donc la cohésion sociale par la valorisation donc des médiateurs donc traditionnels, tout en les impliquant tels que donc les chefs religieux et coutumiers dans les campagnes de sensibilisation contre donc la violence. Mais encore une fois aussi réformer donc les institutions. Aujourd'hui, on parle de problèmes de sécurité parce que je pense qu'il faut aller vers une police donc de proximité davantage donc opérationnelle et former surtout donc les forces de l'ordre donc à la médiation et implanter donc des commissariats donc de quartier pour rétablir donc la confiance avec donc les populations. Mais aussi, comme le disait donc le général donc Fati, investir donc dans l'éducation donc et la prévention pour faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle une reconversion donc sociale et une réintégration donc sociale réussie donc des jeunes. Ça permettrait en tout cas de contribuer à diminuer donc davantage en tout cas le taux donc de violence et de crimes que nous constatons donc dans notre société. Merci beaucoup, on vous a bien compris tous les deux, Sankoun Fati, colonel de gendarmerie à la retraite, et Dr Souleymane Lo, sociologue et enseignant-chercheur. Nous vous retrouverons dans la version Wolof de ce débat. C'est la fin de cette édition à 12h52. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef, chef d'édition Anna Rocha, à la mise en onde Aliouba, Yassine Pouy au digital et à la production Hamad Ndiaye. À 13h, vous avez rendez-vous avec El Hadj Ndiogou Diène pour le grand journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur les antennes de la RFM. Au revoir. Publicité sur RFM.